Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bertrand Deckers. Vous êtes chroniqueur royal. On est ravis de vous recevoir ce matin. Les sujets se suivent et ne se ressemblent pas dans l'émission Média. Kate, le jour où, c'est la biographie non autorisée de Kate Middleton. Adoré, hein. Oui, ça paraît chez Fayard, mais vous êtes au courant de tout. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs. Au courant de tout, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Pas de tout. Dommage. Alors, c'est une princesse particulière, Kate Middleton. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé à elle. Qu'est-ce qui a été votre motivation? C'est une princesse déjà qui a écrit l'histoire. La Révolution est déjà en marche, puisque comme je le souligne, en plus de 1000 ans d'histoire, depuis que l'Angleterre a des rois, elle est la première roturière, c'est-à-dire la première fille issue du peuple à un jour devenir reine d'Angleterre. Donc ça n'était vraiment jamais arrivé. Et pour parvenir à cette révolution, c'est vrai, pour écrire l'histoire, eh bien vous vous doutez bien que ça a un certain coût. Eh bien le coût de Kate, ça a été de s'obliger à la perfection. Elle a été pendant très très longtemps l'école de la perfection. Elle a voulu afficher cette image à l'Angleterre et au monde. Elle était consciente absolument que l'image des Windsor est planétaire et je pense qu'elle a un peu trop donné. J'avance carrément l'hypothèse qu'elle en est tombée malade. Mais quelle relation elle avait avec Elisabeth II? Elle avait été vraiment adoubée par la reine? Absolument excellente. La relation avec Elisabeth II était excellente. Vous savez, Elisabeth II ne pouvait pas prendre la parole en public. Diplomatiquement, elle ne pouvait pas le faire. Donc, à ceux qui pouvaient lire les messages d'Elisabeth II, elle savait nous dire de petites choses. Eh bien, Elisabeth II avait trouvé, pour nous faire comprendre que Kate, dans le fond, était un peu son héritière, celle qu'elle adoubait. Eh bien, elle lui prêtait des bijoux. Eh bien, je vous parle pas de petits bijoux, je vous parle pas de bagues ou de petits bracelets que personne n'aurait vu. Non, on parle vraiment le fameux collier de chia en rang de perles, à Saint-Grand, est un prêt d'Elisabeth II. C'était volontaire, c'était de façon à nous dire, vous voyez, eh bien, voilà, c'est un peu un adoubement. Oui, alors elle se préparait à devenir princesse. Est-ce que c'était l'objectif on l'a dit à un moment, que ses parents l'ont élevée, elle et sa sœur, pour devenir pour entrer dans la famille royale. Ça, c'est ce que vous racontez aussi. Disons que chez les Middleton, il y a une ambitieuse, c'est Carole, c'est la mère, qui en effet est née dans un milieu tout à fait modeste et d'emblée a voulu sortir de cette extraction modeste. Elle décide de devenir hôtesse de l'air. Elle rencontre Michael Middleton, le père donc de Kate. Elle en fait un pilote de ligne. C'est elle qui choisit vraiment la carrière de son mari. Et puis elle trouve que c'est pas encore suffisamment prestigieux. Donc il crée une société de farce et attrape, Party Peace, qui les rend vraiment très très riches. Et c'est cette société c'est pas le chemin le plus court pour arriver à la famille royale, les farces et attrapes. Non, d'autant plus que ce qui les rend vraiment richissimes, c'est le coussa pétard. Vous savez, le fameux coussa sur lequel on s'assoit et qui fait du bruit lors des goûters d'anniversaire. Mais néanmoins, l'argent arrive. L'argent engrangé va permettre aux 3 enfants du clan Middleton d'intégrer des collèges prestigieux et privés. Et notamment, lorsque Kate doit faire un choix, c'est vrai, on apprend à ce moment-là que le prince William a choisi l'Écosse et St Andrews, et Kate choisit, elle aussi, St Andrews. Mais comme beaucoup d'autres jeunes filles à l'époque, elle avait très peu de chance au final, très très peu de chance. Juste une question, Stéphane demande, est-ce que c'est une belle personne? Kate Oui, absolument, elle est ambitieuse, ça je le dis, mais une seule chose compte vraiment pour Kate, le devoir. Elle est très consciencieuse, elle travaille énormément, c'est une mère formidable, on le voit, elle révolutionne aussi le job de princesse. Oui, je pense vraiment que c'est une belle personne humainement. Vous êtes amoureux, Bertrand, quels sont ses défauts? Alors, oui, un petit peu. Comment elle va aujourd'hui? Quels sont ses défauts? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kate pour pas être dans l'hégémonie? Absolument. On peut-être mettre en avant, en effet, ce côté ultra-ambition, ce côté ultra-perfection. Voilà. Et puis, vous savez, la perfection, c'est quelque chose qui vous habite intérieurement, c'est quelque chose qui est difficile aussi. Ce qui fait qu'il se dit aussi, je pense qu'avec ses équipes, parfois, elle est un peu rude. Si on peut revenir sur cette histoire que vous évoquiez tout à l'heure de la photo. Vous savez, la photo de fête des mères. Parce qu'il faut dire donc qu'elle a disparu justement des médias, de la vie publique parce qu'elle était malade. Elle a dit, et c'est la première fois, je crois, qu'une personnalité de la famille royale annonce un cancer. Et à l'occasion de la fête des mères, elle publie une photo où elle est en pleine forme avec ses enfants. Absolument. Elle disparaît totalement à Noël 2023. Et on ne voit cette photo qui apparaît qu'à la fête des mères, donc au mois de mars 2024. Elle a totalement disparu pendant cette période-là. Les bruits les plus fous courent. Et lorsque
lorsque l'on voit la photo, eh bien, en quelques heures seulement, la photo, elle est retirée des agences de presse tant elle a été retouchée. On apprend plus tard qu'elle a été retouchée par Kate elle-même, qui suit des cours de photo. Elle a comme passion la photographie. Eh bien, vous me demandiez un peu ses petits défauts. Moi, je trouve très étonnant que personne dans ces équipes de communication n'ait osé dire, Votre Altesse Royale, il va y avoir un petit souci avec la photo que vous avez retouchée. Ce qui veut donc dire qu'on n'ose pas tout lui dire et que, voilà, elle est tellement perfectionniste qu'elle a beaucoup de caractère. Aujourd'hui, on sait que les gens ont des difficultés financières pour vivre, y compris à Londres. Il suffit d'aller à Londres pour voir de nombreux magasins fermés. Quel est le regard des Anglais qui ont des difficultés à vivre, en partie avec le Brexit? Comment ils vivent la royauté, Kate et les dorures? Est-ce que finalement Kate arrive à dialoguer avec le peuple anglais? Il y a des récalcitrants à la monarchie, ça a toujours été, mais je vous assure vraiment qu'ils sont minimes. En grosse majorité, les Anglais plébiscitent leur famille royale. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est du rêve. Tout d'abord, c'est cette porte ouverte, et c'est du rêve qui coûte pas cher. Il suffit d'acheter un magazine. Non, mais d'allumer la télévision. Je veux dire, vous voyez, il faut pas forcément partir, prendre l'avion et partir en vacances. Mais le royaume, la royauté coûte cher quand même. C'est leur rêve et c'est leur vie. Elle rapporte aussi de l'argent, ça il faut quand même le dire. Et puis c'est une identité anglaise. Vous savez, vous arrivez à peine à Londres, vous prenez l'Eurostar et vous voyez le roi et la famille royale, ils sont partout. Ils sont sur les torchons, ils sont sur les mugs, ils sont dans toutes les boutiques, ils sont sur les timbres-poste, ils sont sur les billets, ils sont sur les pièces de monnaie, ils sont sur tous les drapeaux que vous voyez partout. Ça fait vraiment partie de l'identité particulière de l'Angleterre. Ça a toujours été ainsi. Et pour reprendre votre question, Kate, elle a quand même cette force et cette particularité d'être issue du peuple. Donc elle a une facilité beaucoup plus grande, si je peux dire, à franchir la barrière métallique et à aller de l'autre côté. Elle sait ce que c'est, elle, d'être née dans un milieu normal, pour le coup. Vous comparez Kate à Diana, mais vous dites que c'est son parfait opposé. Votre livre, il est formidable parce que ça se lit vraiment... on y est, on est dedans, on voit... Ça se lit trop vite, ça se lit un peu trop vite. Et vous la tutoyez. Tu n'es pas Diana, tu ne seras jamais Diana, tu l'as toujours su, tu n'es pas fragile, tu n'es pas timide, pas rebelle, pas combatif, tu es charismatique, mais pas de façon innée, tu l'es devenue. Donc vous avez pris ce parti pris de vous adresser à elle dans le livre, ce qui le rend très, très humain et on le dévore, le livre, il faut le dire. Merci, il faut le dire comme ça. Ça fait un traitement différent déjà. Et puis c'était un dialogue, oui merci. Et puis j'apporte le fait que quand même les Anglais ne font pas la différence. Il n'y a pas de tu et le you. Le tu et le vous. Et puis alors je lui dis, c'est vrai, d'emblée, je dis on va mettre les choses au point. Tu ne me connais pas, certes, pour toi je ne suis personne, mais moi j'ai la prétention de dire que je te connais par cœur, peut-être même parfois un peu mieux que toi-même. Comment elle va aujourd'hui? Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'aimerais vous dire qu'elle va mieux, évidemment, puisqu'elle réapparaît de plus en plus, on la voit, elle est de moins en moins maquillée, de moins en moins apprêtée, alors qu'au début elle était quand même très figée, je me souviens des images il y a tout juste un an. Maintenant, voilà, il y a cette actualité qui remonte à hier où elle a annulé à la dernière minute Ascot. C'est comme ça veut quand même dire qu'elle reste une femme malade, quand même une femme affaiblie par la chimiothérapie qu'elle a suivie. Elle est en rémission, certes, mais vous savez, le cancer, c'est comme une épée de Damoclès, donc c'est terrible. Vous parlez de l'opération Reading Bridge, une opération de protocole, ça c'est une révélation. Vous avez des informations relativement sensibles dans le livre. Merci à ma maison d'édition, merci à Fayard de donner le temps à un auteur de réaliser une enquête, vous voyez. Donc j'ai pu vraiment réaliser une enquête et en effet, Operation Reading Bridge, ORB. Pourquoi? Vous savez, lorsque la mort d'un souverain, c'est toujours, on attribue un nom de code qui est toujours un nom, le nom d'un pont. Pourquoi un pont? Parce que c'est le passage d'une rive à l'autre. Pour Elisabeth II, en septembre 2022, c'était London Bridge. Et ici, apparemment, ce serait Opération Reading Bridge. Pourquoi Reading? Parce que Reading, c'est le nom de la ville dans laquelle elle est née. Et surtout, pourquoi? Parce que Reading, ORB, ça forme orbe, et l'orbe, c'est le joyau qui est remis dans la main gauche de tout souverain lors de son couronnement. L'orbe, il est renfermé dans la tour de Londres, on ne le sort que pour le couronnement d'un souverain. C'est une déclaration d'amour, on dit que c'est William qui a choisi ce nom, ce qui veut donc dire qu'au moment où les services de protocole ont commencé à envisager le pire et de se dire il ne faut pas que l'on soit pris au dépourvu, le protocole ne supporte pas cela, il n'y a pas de place à l'improvisation, William a déjà un petit peu tenté de lui dire, admettons que le
pire viendra arriver, je fais d'ores et déjà de toi une reine. Est-ce que vous connaissez le nom du pont pour le roi qui, lui, n'est pas en très bonne santé non plus? Absolument, le nom pour le roi, ce sera Menai Bridge, qui est un pont gallois, puisque pendant très longtemps, il a été prince de Galles. Alors comment il va et s'il décède, qu'est-ce qui se passe dans la monarchie? Alors, comment il va? Eh bien, on est inquiet par rapport au roi, c'est vrai, il est vieillissant, 76 ans quand même. Le cancer, nous n'avons pas de communication par rapport au fait que le traitement est terminé. Il y a même des voix qui nous disent que le cancer sera incurable, dans le fond, qu'on ne va pas vraiment pouvoir le guérir, qu'il va devoir vivre avec. Je vous parlais du Trooping, son anniversaire officiel qui avait lieu samedi. Il était en landau, en calèche, donc, et non pas à cheval, alors que normalement la tradition aurait voulu qu'il monte lui-même le cheval en tant que chef des armées. C'est sur ordre de ses médecins qu'il n'a pas pu donc monter à cheval. Donc on a quand même des signes qui nous montrent qu'il reste quand même très faible. Et en cas de décès du roi, évidemment, vous savez, si les hommes meurent, la couronne, elle est éternelle, elle ne meurt jamais. Dans la seconde, ce sera William qui deviendra roi. Comment vous arrivez à avoir toutes ces informations? C'est du travail, Oui. beaucoup de travail. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre. Il faut le dire, franchement, c'est le livre idéal à remporter en vacances, sur la plage. Je pense qu'on est tous gourmands et curieux de comprendre un petit peu l'intimité. Moi, je ne suis pas historien. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est le destin inouï, oui, c'est le côté humain, c'est le côté fan, c'est le côté humain, absolument. Je pense que je parle davantage de la jeune fille, de l'adolescente, de la femme, de la mère, de l'épouse que de la princesse, dans le fond. Oui. Bon, je suis obligé, c'est une émission média, alors une question média un peu obligatoire. Il y a un auditeur qui la pose, la question. Ah bon, alors c'est la faute de l'auditeur. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir dans l'émission de Cyril Hanouna à la rentrée sur W9? Écoutez, j'ai envie de vous répondre à une formule un peu royale, si Dieu le veut. Oui. Si Dieu le veut, voilà, je reste disponible pour donner de l'actualité. Dieu ça, est en vraiment... Cyril. Hein. Dieu est en Cyril, évidemment. Pour donner de l'actualité royale, c'est vraiment mon truc, moi, le côté monarchique. Voilà, et merci Cyril, il m'a vraiment ouvert une porte qui m'a permis de m'adresser aux plus jeunes, à de jeunes téléspectateurs. Je suis arrêté aujourd'hui dans la rue par des jeunes qui ont 15, 20 ans et qui me demandent des nouvelles de la famille royale. Ça, je trouve ça quand même génial, parce que pouvoir intéresser la jeune génération à des sujets qui peuvent paraître un peu anciens, je trouve ça quand même... Mais il y a eu un revival, j'ai envie de dire. Bon, il y a eu Diana, la princesse Diana, qui a un peu modernisé cette famille royale, mais il y a un intérêt, un attrait pour ce jeune couple. Oui, on a eu Elisabeth II qui a été iconique aussi. Même la jeune génération adorait Elisabeth II, elle était devenue une pop star, Elisabeth II. Il y a eu Kate qui a un petit peu révolutionné la chose, et puis surtout, il y a eu l'arrivée de Meghan et de Harry. Alors, est-ce qu'ils se détestent vraiment, nous demande un auditeur? Est-ce qu'il y a la guerre des belles-sœurs? On peut vraiment parler de crépage de chignon, vraiment, au sommet de l'État. Oui, absolument. Et à nouveau, là, pour raconter Kate, eh bien, vous dites que je suis amoureux, mais je lui dis quand même certaines vérités, je ne lui passe pas certaines choses. Et concernant Meghan, je lui dis, en effet, qu'on a craché, pour moi, un peu trop vite sur Meghan Markle, et que Kate, en tout cas, si elle n'a absolument rien fait pour provoquer la discorde, elle n'a rien fait non plus pour atténuer cela. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie en danger dès l'arrivée de Meghan. En danger pourquoi? Elles n'ont rien de commun, elles n'ont pas le même passé. Parce que la monarchie, c'est de l'image, uniquement de l'image. Et lorsque Meghan est arrivée, elle a révolutionné la chose de façon incroyable. Elle a modernisé l'image du palais. Elle est issue des minorités, elle est métisse, elle est américaine, elle est divorcée, elle est actrice. Elle était une star. Tout le monde entier la connaissait grâce à sa série Suits. Et il est vrai que d'emblée, Kate a eu un peu peur d'être un peu ringardisée d'un point de vue image. Et c'était un risque, c'était réellement un risque. Et il y a quelques mois, vous avez été dans la presse parce que vous avez été agressé. Je voulais savoir comment vous alliez. C'est difficile. Voilà, c'est un épisode pour lequel je pense qu'il faut un peu de temps pour se remettre. Écoutez, je vais mieux. Merci. Kate m'a aussi beaucoup aidé. Le travail, ça aide beaucoup. Et voilà. Ça vous a permis de vous plonger dans autre chose. Mais c'est important de dire qu'on parle des agressions. On pense à Christophe Beaugrand. Ce ne sont pas de simples faits divers qui passent. On tourne la page. C'est très violent pour les personnes qui sont agressées. Psychologiquement, c'est très très difficile. Donc il faut le dire, et il faut en parler, parce qu'il n'y a pas que les célébrités non plus qui se font agresser, et que c'est normal. Par exemple, lorsque quelqu'un arrive vers moi de façon un peu rapide, un peu brutale, directement maintenant j'ai un mouvement de recul, chose que je n'avais pas avant. Preuve donc que psychologiquement on est marqué. Le prochain livre, William? Oui, non, il est presque en cours. Ni William ni Harry. Évidemment, on reste dans la famille royale britannique. C'est un personnage que le monde entier connaît, et que
que l'on croit connaître, si je peux dire, et pour lequel il n'existe absolument aucun livre. Eh ben, on alors écoute. Donc je risque d'arriver avec des Ouais, révélations. c'est qui Eh bien, rendez-vous l'année prochaine. Des initiales. Peut-être la femme du prince Andrew, ou Fergie, peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Kate, le jour où, c'est chez Fayard, Bertrand Deckers. Formidable lecture d'été, si vous cherchez un livre divertissant, enrichissant, intéressant et vrai. Oui, vrai, on vous, oui. Il y a on vous rien le de romancé. conseille. Oui. Et dans un instant, on va continuer à parler médias, mais avec un monsieur très particulier, un crieur de journaux, le dernier crieur de journaux. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman.